Bonjour à tous. Merci tout d'abord pour l'invitation à être ici aujourd'hui. Ça sera l'occasion du coup de vous présenter un peu l'origine le développement d'une approche de thérapie génique au laboratoire. Moi, je travaille à Geneton dans le laboratoire d'Anna Bougibello et c'est un plaisir aujourd'hui d'être ici parmi vous. Petit rappel sur la base de la myotrophie spinale. Donc, c'est dû à des mutations, des lésions dans le gène SMN1 et les mutations dans ces gènes amènent donc à un manque de quantité de protéines stables produites dans l'organisme. Et notamment, il y a les motoneurones dans la moelle épinière du patient, ce qui amène en fait à une dégénérescence des ces cellules au niveau de la moelle épinière, ainsi donc par conséquent une atrophie des muscles. Selon le nombre de copies de SMN2, nous pouvons voir donc un type plus ou moins sévère de la maladie, notamment SMN2 aussi connu comme disease modifier de la maladie. Un petit résumé donc, sur les traitements disponibles aujourd'hui. Donc, vous connaissez, je pense, très bien, suite aussi à ces journées, leur mode de fonctionnement. Donc, il y a l'approche orale fait par Evrysdi, la molécule de chez Roche. Nous avons le traitement par injection intrathecale de Spinraza ou nusinersen et finalement une approche de thérapie génique connue sous le nom de Zolgensma qui consiste en fait dans l'injection systémique d'un vecteur viral qui amène une copie saine du gène SMN directement chez les patients. Et grâce à l'utilisation de cet vecteur, nous pouvons à la fois cibler le système nerveux central ainsi que les organes périphériques et les muscles touchés chez les patients. Aujourd'hui, la communauté scientifique SMA est assez d'accord sur le fait qu'il y a besoin à la fois des thérapies pour augmenter donc, la quantité de la protéine SMN, ainsi aussi que de cibler d'autres voies impliquées dans la pathologie. Et donc, aujourd'hui, nous sommes de plus en plus de l'idée de combiner plusieurs thérapies géniques pour aller vers une médecine de plus en plus personnalisée pour le patient. Mais si on regarde un peu plus dans le détail l'approche de la thérapie génique, donc nous à Geneton, on est très intéressés à développer. Aujourd'hui sur les marchés, donc il y a l'approche de Zolgensma qui a été approuvée en 2019, et donc il s'agit d'une injection systémique à la dose de 1,10-14 génomes viraux par kilo, qui est un peu en fait le moyen pour quantifier le nombre de particules virales qu'on va injecter chez les patients. Cet type de stratégie thérapeutique a plusieurs effets positifs, plusieurs avantages. Notamment, il s'agit d'une injection systémique, une seule injection chez les patients. L'utilisation d'un vecteur connu comme vecteur AAV9, de type 9, permet à la fois de cibler le système nerveux central ainsi que les organes périphériques. Et de plus, il a utilisé une particule virale génétiquement modifiée connu sous le nom de self-complementary, donc double brin, qui permet en fait une expression très rapide de SMN au sein des cellules. Par contre, il y a quand même des désavantages avec l'utilisation de ce type de vecteurs, notamment la capacité de packaging de ces vecteurs, qui est de la moitié par rapport à un vecteur normal, ce qui empêche un peu de jouer sur l'expression de la protéine avec l'utilisation des promoteurs ou des séquences régulatrices. Il y a eu aussi des études qui ont soulevé une réponse immunitaire plus importante avec l'utilisation d'un vecteur double brin, ainsi qu'on a une quantité de vecteurs avec du génome viral à l'intérieur moindre avec l'utilisation de vecteurs double brin. De là, en fait, le début de ces projets à Geneton, qui était de tester si une approche de thérapie par simple brin, avec l'utilisation d'un vecteur
avec un capside AV9 pouvait exprimer la protéine SMN1 chez les modèles précliniques que nous avons choisis. Donc ici, juste un petit rappel sur le modèle. Donc il s'agit du modèle SMN2B- avec une moyenne de survie de 28 jours. Et il récapitule très bien ce qui sont les symptômes qu'on a chez les patients, notamment dégénérescence des motoneurones, ainsi qu'une atrophie de la jonction neuromusculaire. Le début de nos études précliniques, ils ont vu en fait le test des 3 différents vecteurs. La différence entre ces 3 vecteurs, c'est le choix des promoteurs ainsi que la combinaison avec des séquences régulatrices qui pouvaient stabiliser et promouvoir une expression plus importante du vecteur du transgène SMN. Ici, vous pouvez voir en fait l'injection à J0 chez des nouveau-nés par voie intracérébro-ventriculaire. Donc, on a ciblé directement le système nerveux central à la dose de 8-10-12 génomes viraux par kilo que nous avons choisi suite à des études pilotes. Vous pouvez voir que la capacité d'expression 72-12 était celle la plus performante en termes d'amélioration de la survie. Nous allons de 26 jours de moyenne de vie jusqu'à voir plus de 2 ans de survie de la souris. Notamment aussi d'autres capacités d'expression étaient assez performantes dans l'amélioration de la survie de ces modèles murins. Suite donc à ces premiers résultats encourageants, nous avons creusé un peu plus. Nous sommes allés regarder donc dans la moelle épinière l'expression de la protéine SMN. Ici, vous avez une immunohistologie qui vous montre en fait comme les cellules motoneurones, ici en rouge, elles ont été bien transduites 3 semaines après l'injection du vecteur et par le vecteur AV9 dont nous avons fait le design. Ici, vous avez l'exemple d'une coloration créside violet dont vous voyez très peu de motoneurones par rapport à des séries contrôle, mais grâce à la thérapie génique, nous étions en mesure de stopper la dégénérescence des motoneurones et donc de récupérer cette cible de la maladie. Ce modèle, il est aussi très bien pour l'étude d'une autre cible de la maladie, notamment la jonction neuromusculaire, qui est une synapse spécialisée qui fait un peu le pont entre le système nerveux et les muscles. La jonction neuromusculaire dans ces modèles est atrophiée, est dégénérée à cause d'un manque de maturation de cette synapse. Et nous allons voir ensemble, il y a donc des défauts au niveau de cette structure chez ces modèles murins. Donc nous nous sommes posé la question si après traitement par thérapie génique, nous étions en mesure de restaurer la morphologie normale de la jonction. Ici, vous pouvez voir 21 jours de vie. Nous avons prélevé des muscles du tibialis antérieur chez des souris normales ainsi que des souris malades. Ici, vous pouvez apprécier très bien la forme typique d'un pretzel, était aussi connue comme ça par la jonction neuromusculaire, chez des souris contrôle. Malheureusement, comme vous pouvez voir ici, chez des souris malades, nous avons un défaut de maturation de cette jonction, d'où un manque de quantité de la protéine SMN. Et cette manque de sophistication, qu'on peut aussi appeler comme ça le défaut de morphologie, cause ensuite aussi d'autres défauts dans la jonction neuromusculaire, tels qu'une accumulation d'une protéine neurofilament qui confirme qu'il y a d'autres défauts, notamment un transport axonal déficient dans cette jonction, ainsi qu'une réduction du nombre de vésicules synaptiques dans la partie présynaptique de la jonction. Mais grâce à la thérapie génique, vous pouvez voir ici un exemple. Nous avons pu restaurer le défaut de maturation de la jonction, ainsi qu'améliorer le transport axonal et aussi la transmission synaptique avec un marquage de la partie présynaptique des vésicules comme à l'état normal.
Donc la première conclusion, c'est que nous avons pu avoir la preuve de concept qu'une thérapie génique par l'utilisation d'un vecteur simple brun pouvait avoir un effet positif suite à l'administration par voie intracérébroventriculaire chez ces souris. L'étape suivante, c'était donc d'identifier la dose minimale d'efficacité pour traiter les souris, ainsi que sélectionner le vecteur et tester une autre voie d'administration comme la voie systémique. Donc, nous avons procédé à l'étude des doses-réponses avec deux cassettes d'expression, la 7212 et la 7209, qui c'était les deux cassettes d'expression qui au début avaient démontré avoir une amélioration de la survie la plus importante. Et ici, vous pouvez voir le graphe qui résume la survie selon la dose des vecteurs utilisés. Et on peut voir que nous avons, dès aussi la faible dose, une amélioration de la survie pour les souris traitées, mais il y a des distinctions selon la dose utilisée et le vecteur utilisé. Notamment, la cassette d'expression 7212 montre une 90%, voire en 100% de survie de la souris pour un suivi jusqu'à 6 mois post-injection, ainsi que la cassette d'expression 7209, elle est autant performante. Par contre, pour ce qui est de la faible dose de cette cassette d'expression, nous pouvons apprécier qu'il y a un effet moindre par rapport à les doses plus importantes et aussi, de façon surprenante, une dose plus forte d'un vecteur semble avoir un effet pas du tout bénéfique. Si on va creuser un peu plus la question, nous sommes intéressés à voir l'expression donc de la protéine par ces deux vecteurs. De façon générale, nous avons pu apprécier une expression, ici vous pouvez voir la moelle épinière, dose dépendante selon le vecteur utilisé, et notamment la dose moyenne ainsi que la dose plus forte de la cassette d'expression la plus performante a pu en fait exprimer une quantité de la protéine SMN au niveau physiologique, voire dépasser même le niveau physiologique que vous voyez ici en noir. Par contre, la faible dose, qu'elle est ici représentée, et ici vous la percevez très peu, en fait, a exprimé une quantité au-dessus d'un seuil normal de quantité de semaines, ce qui pourrait justifier en fait un manque d'efficacité par rapport aux autres doses. Pour ce qui concerne la cassette d'expression 7209, ici identifiée en orange, dès l'utilisation de la faible dose, nous avons une expression de la protéine SMN dans le système nerveux central ainsi que dans les organes périphériques, qui est de plus en plus importante avec l'augmentation de la dose. Ce qui était intéressant, c'est qu'ici, c'est la dose la plus importante, de 3, 10, 13 génomes viraux par kilo. Et vous pouvez voir qu'on va dépasser de 20, voire 40 fois 60 le taux d'expression de la protéine SMN au niveau physiologique. Est-ce qu'il pourrait y avoir un effet donc, négatif d'une très forte expression de la protéine SMN ? Ce qui semble éventuellement suggérer des recherches qui ont été menées en parallèle par d'autres équipes, notamment par rapport à une expression très forte à long terme de la protéine SMN dans les circuits sensomoteurs qui suggère comme la trop forte expression de SMN pouvait avoir un effet toxique au niveau neuronal, notamment pour sa capacité à attraper, à retenir des protéines partenaires avec lesquelles elles interagissent normalement pour ses fonctions cellulaires et du coup gagner une fonction toxique vis-à-vis de ses fonctions normales au sein de la cellule. Dernier point que je tiens à vous montrer aujourd'hui, c'est que nous avons aussi également testé une approche de voie d'injection par voie intraveineuse afin de voir si finalement ce vecteur que nous avons désigné avait aussi une efficacité thérapeutique avec ce type d'administration qui est été réalisé par une injection IV, toujours à l'âge de la naissance, mais nous avons augmenté
la quantité de vecteurs utilisés pour traiter ces souris, parce que il faut tenir en compte que la voie intraveineuse amène moins de vecteurs directement chez le système nerveux central. Donc, pour être sûr d'avoir une quantité suffisante de vecteurs qui arrivaient à passer la barrière hémato-encéphalique et transduire les neurones, nous avons donc augmenté la quantité de vecteurs. Et le choix de cette voie d'administration nous a conforté aussi sur le fait que ce type de stratégie marche, est efficace par rapport à l'amélioration de la survie des chez souris, et notamment avec la cassette d'expression 7212 être la plus performante en termes d'amélioration de ces paramètres. Donc, nous avons pu voir avec ce type de stratégie que nous étions en mesure d'améliorer le modèle préclinique avec une moyenne de survie de 26 jours jusqu'à 1 an, voire 2 ans de vie. Je ne vais pas vous présenter aujourd'hui des résultats à cause du temps, mais nous avons pu aussi démontrer une amélioration de la fonctionnalité, de la force musculaire chez ces souris. Nous avons pu aussi normaliser des cibles pathologiques telles que la dégénérescence des motoneurones ainsi que la morphologie de la jonction neuromusculaire. Donc aujourd'hui, la thérapie génique par l'utilisation des vecteurs simples bruns pourrait être une approche thérapeutique pour la myotrophie spinale, et nous avons pu démontrer qu'il y a une efficacité à la fois par l'injection de la voie directe système nerveux central ainsi que pour la voie systémique. Nous avons pu identifier la combinaison de promoteurs ubiquitaires avec des séquences régulatrices pour favoriser l'expression de la protéine SMN et la spécificité de cette expression au sein des tissus cibles pour traiter la pathologie. Ça, c'est un aspect très positif en fait pour permettre la réduction de la quantité de vecteurs injectés chez les patients, ainsi que réduire des effets négatifs que vous avez pu sûrement voir au cours de ces journées, et aussi moins de vecteurs injectés, c'est moins de vecteurs nécessaires pour un patient, donc des coûts de production aussi inférieurs pour la production de cette thérapie. Donc, ces résultats pourraient nous conforter pour le design d'une deuxième génération de vecteurs virales pour le traitement de la myotrophie spinale. Donc, je tiens à vous remercier beaucoup pour votre attention, et je tiens aussi à remercier mon équipe pour l'aide et le travail été amené que je vais vous présenter aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, c'est très intéressant parce que ça montre qu'il y a d'autres choses à designer et que l'avenir est devant nous. Est-ce que vous avez vu sur vos souris si, je dirais, la répartition de l'efficacité quand vous le faites par voie intraveineuse touche tous les groupes musculaires de la même façon ou tous les motoneurones de la même façon? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une distribution différente le long de la moelle épinière? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, nous, alors pour ce qui est l'analyse de la moelle épinière, nous nous sommes concentrés sur la partie lombaire, étant donné celle dont la dégénérescence est plus importante. Et l'approche par thérapie génique ICV, donc direct CNS, avait une amélioration plus importante du nombre de motoneurones par rapport à la voie IV. Probablement à cause du fait que le timing du vecteur pour arriver à cibler ces cellules est inférieur par la voie systémique par rapport à la voie directe CNS. D'accord. Et au niveau du système nerveux central, donc il y a une réexpression de la protéine SMN, c'est ce que vous dites? Pardon, au niveau du système nerveux central, donc du cerveau, il y a aussi une réexpression de la protéine SMN, c'est ça? Oui, tout à fait, absolument. Et on a vu à la fois dans la moelle épinière, mais aujourd'hui je ne vous ai pas présenté, mais aussi dans le CNS, dans le cerveau, tout à fait. Donc rendez-vous dans 3 ans pour la vie réelle alors. On espère. En tout cas, c'est pour améliorer tous les effets qu'on peut avoir négatifs par rapport à ce type de traitement
Mais c'est encore large. Nous chercherons d'améliorer, on continue à améliorer ce type d'approche. Oui. Il y a encore de la place pour la recherche fondamentale aussi. Oui, on est bien d'accord. Merci.